Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, je suis très heureux les gars de vous retrouver pour parler ensemble de ce match entre l'Olympique lyonnais et le FC Lorient de Pantaloni, victoire de nos gones 2-0 au terme d'un match qui, encore une fois dans le contenu, bon, on repassera, c'était pas du grand football, mais le principal c'est le score aujourd'hui, puisque les concurrents directs comme Lille, Marseille, quoique, est-ce que c'est encore vraiment un concurrent direct? Je ne sais pas. Monaco et tout ce qui va, Strasbourg, bidule, ça avance vite et il faut suivre le train qui avance, comme je vous l'ai dit, assez rapidement. Et pour le coup, l'OL fait l'essentiel, avec 3 points qui sont très importants, victoire 2-0, même si, comme je l'ai dit dans le contenu, il y a des choses qu'il faut encore discuter, des choix qu'on peut discuter, des prestations qui posent question, mais voilà, retenons le principal, 3 points, victoire 2-0, et je l'espère, l'OL va peut-être enfin retrouver un semblant de confiance pour aborder le plus sereinement possible, parce qu'il le faut. Les derniers matchs en Ligue 1, ça va être très difficile. On fera un petit point rapide express sur le calendrier à venir de l'OL avec des matchs contre le PSG au Parc des Princes. Et après, je crois, 3 matchs à la maison contre notamment Rennes et Lens. Rien que ça. Donc pas facile du tout. Ça va être très rude pour l'OL. Mais sait-on jamais? Le foot se base tellement sur la confiance que peut-être qu'on a réussi hier soir à avoir un petit déclic mental. En tout cas, je l'espère. Bref, avant de commencer les gars, n'oubliez pas le petit pouce qui fait vraiment très plaisir là maintenant, ça prend une demi-seconde et en plus c'est gratuit, comme souvent je le dis et je le répète en préambule de vidéo, pensez aussi à commenter, à me dire votre point de vue sur le match, qui sont vos tops et vos flops. Je pense que le top il est connu pour tout le monde, un certain gardien, côté Olympique lyonnais. Le flop, c'est vous qui me le direz, moi j'ai un avis assez clair sur la question. Pensez aussi à vous abonner, activer la cloche, booster le contenu, c'est super important pour aider à faire grandir le plus vite possible, le plus possible, la chaîne Le 11 Lyonnais. C'est parti pour le débrief les amis, en espérant que ça vous plaira, comme toujours, format assez rapide, condensé et le plus dynamique possible. On commence donc par l'histoire du match et cette première mi-temps, la composition de l'OL qui a fait réagir. C'est normal, quand tu vois la compo, les choix de Fonseca contre Lorient pour commencer le match, waouh, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il nous fait Polo là? Il est en train de péter les plombs. Bon, alors il y a une logique qu'on peut comprendre, il l'a bien expliqué en conférence de presse, il était vraiment déçu de l'apport du Brésilien Hendrick, ça je pense que tout le monde peut l'entendre, c'est factuel, on l'a vu au cours des matchs de l'OL, le Brésilien était pas très disponible, peu de courses vers l'avant, peu de différence, des choix qui parfois posent question dans la relation collective aux autres, donc oui, je peux comprendre que Fonseca ait voulu piquer un petit peu son joueur. C'est son rôle de coach. Là-dessus, c'est pas un problème, ça je peux l'entendre. Mais le gros souci, c'est que de une, on est dans le money time. Et dans le money time en Ligue 1, il faut gagner des matchs. Contre Lorient, c'était victoire impérative. Si tu perdais des points, je pense que tu faisais quasiment une croix définitive sur la Ligue des Champions et le top 4. Donc, match à enjeu, Fonseca fait des choix. Ça me fait un petit peu tiquer. Après, il y a un second point que je tiens aussi à mettre en évidence, c'est que piquer un joueur, oui, c'est du management et oui, c'est le rôle du coach, bien sûr. Mais piquer un joueur quand sur le banc tu as Guézal, quand tu as Karabets, c'est quand même plus compliqué. Il y en a qui m'ont dit sur Twitter, Mika, Mourinho l'a fait au Real Madrid il y a maintenant 15 ans avec Karim Benzema, quand il le mettait sur le banc au Real et qu'il l'appelait en une de Marca El Gato, le chat. Oui, c'est vrai, Mourinho avait dit on ne part pas à la guerre avec des chats, bien sûr, mais sur le banc, il avait qui Mourinho? Il avait Gonzalo Higuaín. Et quand tu as Higuaín, c'est un petit peu différent, tu peux peut-être faire un peu plus de management, piquer les égos, là je peux l'entendre. À l'OL, est-ce que tu as les moyens techniques pour te priver sur une mi-temps d'Hendrick quand tu as Guézal sur le banc ou Karabets? J'ai un plus gros doute. Bref, parenthèse refermée, il fallait que j'en parle, les choix de Fonseca sont entendable, compréhensible, mais en même temps, à ce moment de la saison, c'est une prise de risque qui pourrait coûter cher, et on l'a vu, à la mi-temps, s'il y a 1-0 pour Lorient, il n'y a rien à dire. Et ça, c'est aussi dû à la prestation individuelle et collective de notre équipe. Bref, je reviens donc à l'histoire du match. Une compo qui donc a interpellé, avec Rachid Guézal titularisé, avec en pointe Yarem Chouk, donc pas d'Hendrick, pas de Tolisso qui a été, je pense, ménagé, pas de Tessman, une équipe assez inédite, mais bon, choix du coach. Maintenant, sur l'histoire en elle-même du match, qu'est-ce que l'on peut retenir? Eh bien, ça va être très simple. En fait, je pourrais quasiment résumer la mi-temps en 2-3 phrases.
qui seraient les suivantes. C'est triste à dire, mais c'est la réalité d'hier, sur une mi-temps, je précise bien. 0 intensité, 0 mouvement, 0 qualité technique, peut-être pas, c'est un petit peu dur, mais en tout cas, un max de déchets techniques, 0 créativité, 0 plaisir, 0 dépassement de fonction, 0 occasion, bref, une mi-temps nulle, mais vraiment nulle, et qui aurait pu coûter tellement cher à l'OL. Mais vraiment, on a joué avec le feu hier, parce que sans un Dominique Greif des grands soirs, façon Manuel Neuer, je pense qu'on peut finir avec ça, 0 points dans la besace. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire ? Une mi-temps qui était très pauvre, il ne s'est quasiment rien passé, rien d'extraordinaire, pas de séquence de jeu, peu de mouvements. Moi, il y a un paquet de fois où devant la télé, j'ai pesté en disant mais on bouge ou quoi là ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est hyper statique, c'est lent, c'est tellement lent, et c'est pas seulement ce n'est pas qu'une question d'intention ou de bonne volonté, pas que. Parce que je pense qu'hier, nos joueurs voulaient bien faire, mais le problème, c'est que dans la transmission des ballons, dans l'exécution des gestes, c'est trop lent, c'est vraiment trop lent. Et j'en veux à quelques joueurs qui parfois ont un petit peu ce mauvais réflexe consistant à dire on a le ballon, tranquille, possession, on va geler la possession, on maîtrise. Et qui prennent tout leur temps pour faire un décalage alors qu'il faudrait jouer beaucoup plus vite. C'est trop lent. Il y a plein de séquences où, par exemple, pour ne citer que 2-3 joueurs, il y a plein de séquences où Mata, en phase de possession, il me gonfle. Parce qu'en fait, il a le ballon, il est assez haut sur le terrain, vers le rond central, et là, il prend tout son temps, c'est lent. Sauf que quand c'est lent comme ça, tu permets à l'équipe d'en face de se mettre en place, de bien se grouper, densité, et c'est plus dur à bouger. Et quand en plus tu n'as pas d'éléments, ou très peu, à part Afonso Moreira, d'éléments de 1 contre 1 qui font des différences, qui vont percuter, provoquer, le foot c'est beaucoup plus difficile à chaque fois, chaque week-end je le dis en débrief de match, mais le foot d'aujourd'hui, il combine une dimension physique, une compacité tellement importante qu'il te faut 2-3 ingrédients qui sont tellement essentiels, parmi lesquels jouer vite, le moins de touches de balle possible. Deuxièmement, des mouvements. Troisièmement, des dépassements de fonction. Et hier, sur 45 minutes, le jeu rapide, je ne l'ai pas trop vu, quasiment jamais, c'était lent. Transmission très lente, voilà, très très lente. Le mouvement, pas assez à mon goût. Devant, on avait Yaremchuk très très fixe qui ne bougeait pas beaucoup. Ghezal, pareil, c'est lent, ça bouge peu. Donc quand tu combines tout ça, t'as une mi-temps qui est vraiment tristoune, au cours de laquelle l'OL ne produit quasiment, même vraiment rien, on peut le dire ainsi. Et le pire du pire, c'est que juste avant le coup de sifflet de M. Bastien, on peut très bien prendre le 0-1. Lorient a la munition, a la cartouche pour faire mal à l'OL et nous punir juste avant la mi-temps. Et là, il faut une parade de Dominique Greif sensationnelle, sinon c'est 0-1. Et ma foi, sur le contenu pur des 45 premières minutes, il n'y aurait pas grand-chose à dire. Même si, côté Lorient, ils n'ont pas été vraiment très très dangereux, c'est vrai. Ils ont eu quoi, peut-être une situation, plus l'occasion en fin de mi-temps. C'est pas grand-chose, c'est vrai. Mais, en tout cas me concernant, dans l'impression collective globale qu'ont renvoyé hier les deux équipes, j'ai eu un petit peu ce sentiment-là. Côté OL, une équipe qui voulait, je pense, bien faire. Possession, à toi, à moi, un petit peu en U, aucune créativité, très peu de mouvement, très peu d'intention offensive. C'était vraiment stérile et au final, une équipe de l'OL qui ne faisait rien du ballon, avait très peu d'idées, globalement, voilà. Et côté Lorient, j'ai vu une équipe groupée, avec une ligne de 5, avec un Pablo Pagis à la création qui décrochait. Très beau joueur, hein. Faut le dire aussi, très beau joueur. Ceux qui ont connu son père, Michael Pagis, joli prénom, très beau joueur de foot. Les deux, quand même, quand tu compares le père et le fils, il y a un truc clairement génétique. C'est des beaux joueurs de foot, bon pied droit, le fils Pagis qui décroche, qui remise, je longe, court, coup de pied arrêté, petite roulette, ouais, vrai beau joueur de foot. Moi j'aime beaucoup. Et je crois savoir que le Lens de Pierre Sage scrute attentivement ses prestations. Voilà, petite parenthèse mercato au passage. Bref, donc voilà, à la mi-temps, je pense que tout le monde se dit que l'impression globale elle est négative, très négative, on se fait chier clairement, et sans un Dominique Greif des grands soirs, l'OL peut avoir une très très mauvaise surprise au bout de 45 minutes. En seconde mi-temps, la Fonseca s'est sûrement rendu compte qu'il fallait changer un truc, c'est bien, il était grand temps parce que le plan A du coach était un plan perdant, je le dis clairement. S'il avait insisté avec ce 11 qui produit une mi-temps très moyenne, on aurait sûrement fait un score plus négatif hier, mais c'est bien,
Voilà, il faut le dire. Il a fait une erreur, il la répare assez vite. C'est un petit peu l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Certains diront que le plan A était merdique, c'est mon cas. D'autres diront que oui, mais il a corrigé le tir très vite, c'est mon cas aussi. Il y a deux versions qui vont s'opposer, c'est vous qui me le direz en commentaire. Laquelle pour vous est la plus juste? Est-ce que Fonseca est fautif ou est-ce qu'il a eu un coup tactique de maître en seconde mi-temps? Moi, je pense que c'est ni l'un, ni vraiment l'autre. C'est un petit peu des deux, en fait. Et je ne pourrais pas vous dire, à la fin du débrief, que Fonseca a réussi tactiquement son match. Ce serait un petit peu grotesque, quoi. Parce que sur une mi-temps, il fait des choix qui peuvent nous tuer littéralement. Et en seconde mi-temps, oui, il se rattrape. Donc, voilà, moi, j'ai un point de vue qui est simple. On ne répare pas une erreur par une erreur. Et ça, hier, pour le coup, admettons-le, il l'a plutôt bien fait, le coach portugais. Et donc en seconde mi-temps, 3 changements qui se font très vite, dès le coup d'envoi avec du Tolisso, avec Hendrick. Et le troisième qui me manque, c'était je ne sais même plus, Mangala. Mangala qui fait une bonne presta. Moi j'ai aimé ce qu'il a produit. C'est un joueur qu'il faut considérer parce que dans le milieu de terrain, on n'a pas non plus pléthore d'éléments qui peuvent sous pression être très bons, jouer simple, bon pied droit, passe claqué. Lui, c'est le faire. Alors oui, il a un petit défaut, même 2 défauts, en termes, je pense, de volume global de course. Et on l'avait aussi vu par le passé en termes de leadership, tempérament, de mental. C'est pas non plus le joueur qui va mener l'équipe. Mais par contre, techniquement, joueur très propre qui peut servir en gros à fluidifier le jeu. Et hier, il l'a bien fait. Moi, j'ai aimé sa mi-temps, en seconde mi-temps, très bien, vraiment très bien, rien à dire. Et c'est un des éléments qui peuvent, je le crois sincèrement, candidater sérieusement pour le match au Parc des Princes le week-end prochain. Et donc, je reviens à l'histoire du match. Évidemment, quand en seconde mi-temps, tu fais rentrer Tolisso et Hendrick Mangala, le niveau technique passe de 1 cran, voire 2 crans au-dessus, et on le ressent directement. L'OL revient avec de nettement meilleures intentions, puisqu'on a, je crois, au bout de 30 secondes de jeu, ou presque pas loin, 1 minute, bref, peu importe, c'est pas hyper important, on a une première situation avec un débordement à droite d'Hendrick, centre du droit, tête de Yaremchuk. Et cette action-là, c'est un petit peu un avant-goût, un aperçu de ce qu'il se passera d'ici 15 minutes aux environs, un petit peu avant l'heure de jeu. Parce que oui, si on prend l'action dont je parle à l'instant, et le but du 1-0 pour l'OL, qui est la suite logique, c'est un petit peu du copier-coller ou pas loin, quoi. Parce qu'on a sur le 1-0 de l'OL qui est mérité, parce qu'on est mieux, on joue mieux, plus vite, plus de courses, de rythme, plus de... Voilà, tout en mieux, on va dire. Et c'est pas non plus très très difficile. Sur le 1-0, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit exactement tout ce que l'OL aurait dû faire bien plus souvent depuis l'arrivée de Yaremchuk et d'Hendrick à l'OL. Bien plus souvent. Et ce qu'on a quasiment jamais vu. Pourquoi? L'action, elle est simple. Le foot, il est simple quand il est pratiqué comme ça, avec autant de fluidité. Hendrick à droite, appel de balle, donne-la-moi, attaque de l'espace, prise de la profondeur, course verticale. Que fait Tolisso? Jeu direct, jeu simple, long ballon, bien dosé. Hendrick le récupère et là, on est sur une phase de jeu où on est en transition assez rapide, où on a réussi à casser une ligne, voire 2 côté l'orienté. Et ça, c'est quand même pas mal. C'est pas mal du tout. Et là, tout de suite, quand tu es dans du 1 contre 1, Hendrick, il peut soit provoquer, dribbler, soit centrer, parce qu'il a plus de temps. Il n'a non pas 2 joueurs sur le dos, mais un seul. C'est quand même plus simple. Quand l'OL joue plus vite, plus simple, l'OL se donne les moyens d'aérer le jeu, d'avoir plus de temps, plus d'espace. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as plus de temps, plus d'espace, et que tu es un bon gaucher, et que tu lèves les yeux, et que Yaremchuk fait le bon mouvement au bon moment, eh bien, un bon centre d'Hendrick, du gauche, bien touché, hop, tête détente de Yaremchuk, et but, et 1-0. C'est l'action qu'on aurait dû voir bien plus souvent, qu'on a parfois entreaperçu, mais tellement mal faite, un petit peu téléphoné. Voilà, quand tu combines jeu simple, qualité technique, jeu long, plus direct, et spontanéité, tête, but, c'est simple le foot. Et dans la foulée, l'OL va encore une fois accélérer et va presque tuer le match, entre guillemets, avec le 2-0 qui arrive dans quelques instants après. Et on est encore une fois sur une situation où l'OL joue vite, beaucoup plus vite, avec un Afonso Moreira qui met les piles en route, qui accélère beaucoup tout le temps. Il est tellement généreux, le Portugais. Il est à gauche, il rentre dans l'axe, il lance Hendrick qui a dézonné, qui n'est pas collé à droite tout le temps, qui est plus dans un rôle libre, axial, demi-espace. Hendrick prend le ballon, il provoque, frappe du gauche, là encore on a de la spontanéité, de l'intention, ça fait du bien. Le ballon atterrit sur Tolisso, tête, but 2-0. Voilà, oui, c'est pas
C'est pas une séquence de jeu qui est la plus élaborée, bien sûr, mais il y a plein d'ingrédients positifs qu'on a trop rarement vus depuis 2 mois. Depuis 2 mois, malheureusement, on voit de l'intention, on voit du dépassement de fonction, des mouvements, des courses, intensité. C'est ça le foot de maintenant, qu'on le veuille ou non. Moi, je ne suis pas un grand fan du foot d'aujourd'hui. C'est un foot qui est tellement basé sur le physique, l'intensité, les courses, le rythme, et un peu moins, je trouve, sur la gestuelle, sur l'esthétique. Mais c'est le foot de maintenant, et il faut s'y faire. Sauf que, malheureusement, et c'est en ça que ceux qui me disent « Ouais, le coach a eu raison, il a piqué Hendrick, son choix était le bon », ouais, oui, l'histoire du match dira que oui, ok, je vous l'accorde. Mais dans le contenu en seconde mi-temps, il y a un très bon premier quart d'heure, 1-0, 2-0, très bien, du rythme, des courses du jeu, ça me va nickel. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Après le 2-0, ça fait ça. Voilà, comme d'hab. Moins de courses, moins de spontanéité, moins de rythme, moins d'intensité, moins de phases de possession intéressantes, et l'OL ne se crée quasiment plus rien. Enfin, de mémoire, les gars, vous me le direz en commentaire, mais dans mon souvenir, entre l'heure de jeu et la fin de match, il ne se passe quasiment plus rien. Quasiment plus rien. Pour des raisons qui m'échappent, c'est pas physique, parce que quand tu fais entrer Tolisso, Hendrick, Mangala, tu dois avoir un second souffle. C'est pas physique ici. Pour moi, il y a une forme d'usure mentale. Et quand je parle d'usure mentale, il y a 1 ou 2 cas dans l'équipe qui me posent un petit peu question, dont je parlerai juste après. Et dans cette affaire, en seconde mi-temps, alors oui, il y a 2-0, c'est bien, mais l'OL aurait pu encore une fois avoir une petite désillusion. Après le 2-0, quand tu penses que tout est ficelé et maîtrisé plus ou moins, eh ben non, jamais. En fin de match, qu'est-ce que l'on voit ? L'OL recule, l'OL concède des situations, des occasions, et je pense que Lorient peut mettre le 2-1. Et à 2-1, quand il reste 5-10 minutes, on connaît l'histoire. On connaît tous l'histoire. Le match peut très vite basculer. Voilà. Donc heureusement, non, victoire de l'OL, 2-0, 3 points qui sont capitaux pour la course à l'Europe, c'est très bien, et on s'en contentera assez largement aujourd'hui. Mais dans le contenu, encore une fois, on a vu un match qui, en 2 temps, une équipe qui collectivement ne faisait rien de vraiment intéressant sur 45 minutes, une autre équipe qui, sur un quart d'heure, a pu tuer le match, a balayé Lorient sur 2-3 phases de jeu, c'est positif, mais après, on s'endort. On retrouve l'OL un petit peu stérile, convenu, scolaire, sans grandes idées, mais ça passe. Voilà, ça passe, et à mon avis, sur les matchs qui nous restent d'ici la fin de saison, je pense sincèrement qu'on va avoir très souvent ce type de match-là, avec un OL qui, je le crois, d'un point de vue physique, n'est pas au mieux, ça ok, on l'a tous vu, mais surtout mentalement, un OL qui a quelques souffrances. C'est normal, saison longue, éprouvante, des hauts, des bas, effectif restreint, mentalement c'est dur de garder le cap jusqu'à mai. Ça je peux l'entendre, mais à mon avis on aura ce type de match-là jusque mai. C'est évident, des matchs un petit peu à couteau tiré, il faudrait être fort mentalement, et c'est vraiment ça la dimension principale pour l'OL aujourd'hui, c'est le mental. Est-ce que oui ou non l'OL aura les ressources mentales pour aller au bout du bout, et peut-être prendre les points qu'il faut prendre pour espérer être top 4 d'ici la fin de saison, je l'espère, mais ça paraît une sacrée mission, assez difficile. Alors au classement, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien c'est assez facile à comprendre. On a ce que je vous mets à l'écran. Donc au classement, l'OL est actuellement, 5e de Ligue 1, 51 points. C'est tellement serré, c'est un feuilleton incroyable. Quand vous prenez le 3e qui est Lille, 53 points. Le 4e, Marseille, 52 points. Le 5e, l'OL, 51 points. Le 6e, Rennes, 50 points. Et le 7e, Monaco, 49 points. Bon, Strasbourg paraît un petit peu loin avec 43 points. Mais en gros, entre Lille, parce que Lens me paraît trop loin, entre Lille, Marseille, Lyon, Rennes, Monaco, on a 5 équipes qui, à l'instant T, peuvent tout te dire, on peut finir top 3, top 4 en Ligue 1. C'est possible. Ça va être difficile. Et donc pour finir les amis, rapidement en quelques secondes, mon top et mon flop du match. Je pense que pour le top, on sera tous d'accord pour dire que hier soir, Dominique Graef fait un match digne de Manuel Neuer. Extraordinaire. Le match qu'il fait, et les gars, il y a un truc que personne n'a relevé. Alors il y a ces parades dans le match qui sont super. Il sauve le 0-1 à la 45e, très bien.
En fin de match, pareil, il est présent. Bref, très bon match. Avec ballon, sans ballon du gardien de l'OL. Très très bien, vraiment très bien. Mais il y a surtout une action qu'on a passée un petit peu sous silence. C'était en toute fin de match, à la 96e et je crois 5 secondes. Donc c'était fini. Il y a une tête de Lorient sur un centre. L'arbitre siffle la fin du match. Dominique Graeff tend le bras comme ça. Bam! Arrêt. Parade du gardien. Et sincèrement, l'action, personne n'en parle. Mais l'arrêt réflexe, il est juste phénoménal. Et au rayon des tops aussi, il y a une parenthèse que je voulais faire, les amis, dans la vidéo, c'est la sonorisation des décisions arbitrales. Pour moi, c'est un plus vraiment intéressant qui, je l'espère, va clarifier le plus possible et rendre le plus pédagogique possible les choix arbitraux. Plus de quiproquos. Il dit ce qu'il a à dire, on est d'accord ou pas, on s'en fout, mais au moins il le dit. Voilà, publiquement il le dit, et il ne faut plus attendre le lundi suivant pour avoir un rapport de la commission d'arbitrage français qui nous dit oui, mes décisions qui peuvent se comprendre, zone grise, machin, blablabla. Bla. Ça terminé, maintenant on a le vocal de l'arbitre qui dit clairement ce qu'il se passe. Moi, ça me va. Alors oui, les amis, évidemment, il y a plein de points qu'il faut améliorer, le tempo de la décision, sur quel type de situation, est-ce que hier, la VAR devait intervenir là-dessus, est-ce que vraiment il fallait la VAR, est-ce que vraiment il fallait que l'arbitre le dise au stade. Bon, je pense que la Ligue a voulu un petit peu forcer là-dessus pour mettre en évidence l'outil sonore. C'est normal, on peut aussi le comprendre aisément. Évidemment, il y a aussi la façon de le dire, parce que bon, Monsieur Bastien hier, façon un petit peu Maximus Decimus Meridius, commandant de l'armée romaine. Ouais, c'est un petit peu ridicule, c'est vrai. Décision arbitrale, machin, non, il n'y a pas faute. Ok, c'est un petit peu ridicule, c'est vrai. Mais voilà, dans le fond des choses, l'outil en soi, il est intéressant. Moi, je dis c'est un pas positif qui devrait, je l'espère, réconcilier un peu plus les gens qui aiment le foot et le corps arbitral, parce qu'on a grandement besoin dans le foot français. Bref, et pour mon flop du match, ça paraîtra peut-être pour quelques-uns d'entre vous un petit peu dur à entendre, mais mon flop d'hier, c'est Moussa Niakhaté. Pourquoi ? Si on prend toutes les séquences de jeu où Lorient est dangereux et où, réciproquement, on est un petit peu en galère, à chaque fois, Moussa est sur la photo. C'est terrible à dire. L'action du 0-1 potentiel avant la mi-temps, il est sur la photo, il lâche le marquage. D'ailleurs, on le voit bien au ralenti, je le mettrai après à l'écran. On le voit dès qu'il sent que le Lorientais fuit dans son dos. Qu'est-ce qu'il fait Moussa ? Il est résigné, main sur les genoux, et il pense qu'on va encaisser le 1-0, ce qui montre bien qu'il est fautif et qu'il le sait plus que nous encore. Et en fin de match, il est aussi fautif. Il y a plein de micro-séquences dans ce match contre Lorient où il n'est pas hyper serein, beaucoup de duels aériens et au sol perdus. D'ailleurs, c'est une des constantes de l'OL récemment. Les duels aériens et au sol, duels offensifs et défensifs, on en perd beaucoup trop. Il me semble qu'hier, si on prend tous les duels confondus, on est à seulement 40-45% de duels gagnés. C'est infiniment peu. Le seul petit point positif, en tout cas de mieux par rapport au match contre Angers. Contre Angers, on avait eu sur 4 passes, en moyenne, une seule faite dans l'ultime tiers du camp des Angevins. Contre Lorient hier, on est non pas sur une passe sur 4, on est plus sur un niveau de une passe sur 3. Donc on a été beaucoup plus dans le camp adverse, le camp de Lorient, c'est mieux. On a été plus incisif et plus présent dans la surface adverse. Donc mon top, Graeff. La sonorisation arbitrale, c'était bien. Mon flop du match, Niakhaté. Maintenant, à vous de me le dire en commentaire, les amis. Quel est votre top et votre flop du match ? J'ai hâte de vous lire. Sur ce, les gones, portez-vous bien. On se retrouve très vite pour du contenu, je ne sais pas encore lequel, je verrai bien, sur YouTube. Ciao, ciao. Bisous à tous. Passez une bonne semaine. Moi, je suis en congé, et oui, et ça me fera le plus grand bien. À très vite. Ciao, ciao. Bisous à tous. C'était Mika pour le 11 lyonnais. Bye bye.